Alors pourquoi De Gaulle et Foccart ont voulu mettre en place ce système-là? Parce qu'il n'y a pas seulement l'exploitation des richesses dont j'ai parlé. Il y a aussi, on peut distinguer grosso modo 3 autres raisons. Alors est-ce que vous auriez une idée? Vite fait. Si on a une toute simple, c'est qu'il n'y a pas simplement l'argent, on va dire, du privé qui revient et qui fait des bénéfices énormes pour des gens qui sont des copains des pouvoirs chez nous. C'est que tout simplement ces gens-là fournissent aussi l'argent pour les campagnes des partis politiques. Ils financent les partis politiques de la France, carrément. Tout à fait. J'ai pris une valise de billets. On en a entendu parler il y a quelque temps avec Bourgi qui avait refait des sorties dessus. Donc les partis, le financement à la base du parti gaulliste, mais au fur et à mesure c'est devenu le financement de l'ensemble des partis français. Par, d'une part, le détournement des ressources, des matières premières, notamment de l'argent du pétrole, et par le détournement aussi de l'aide publique au développement. Donc ça, c'est des choses qui sont démontrées, explicitées dans les ouvrages, notamment de François-Xavier Verschave. Une autre raison, selon vous, pour mettre en place un tel système? Une sorte de rayonnement international de la francophonie. Exactement. Donc ça, c'est le symbole de la francophonie qui a tenu son sommet récemment à Kinshasa, auquel M. Hollande s'est rendu. Donc la francophonie, on peut parler du rayonnement culturel de la France et tout ça, de la langue française. Ok, mais la francophonie, c'est aussi un instrument de diplomatie. C'est un instrument qui permet à la France d'avoir un cortège d'États clients, comme on dit. C'est-à-dire, tous les présidents que l'on a choisis ailleurs, ils vont voter comme nous à l'ONU. Et du coup, ben, voilà, ça donne une vraie puissance internationale à la France sur la scène internationale. Donc j'ai pris aussi le petit symbole de l'ONU, parce que c'est voilà, c'est pour la grandeur de la France aussi qu'on a besoin d'avoir, comme on ne peut plus avoir de colonies, ben on a quand même tout un tas de pays alliés. Donc on dit c'est des liens d'amitié dus à l'histoire, etc. Mais en réalité c'est voilà, des nouvelles colonies différentes. Et puis il y a une dernière raison, enfin on pourra en trouver d'autres certainement, mais personne qui a d'idée. Dans les années 60... La main-d'œuvre. Non. La main-d'œuvre, c'est venu plus tard. On est en pleine guerre froide. On est en pleine guerre froide et le péril communiste menace le monde. Donc la France se retrouve en quelque sorte sous-traitant des États-Unis pour empêcher les pays nouvellement indépendants de basculer dans le communisme. Et par moments, on les verra du coup soit s'opposer aux anglo-saxons dans le cadre de la francophonie, soit s'allier complètement avec eux dans la lutte contre le communisme. Donc voilà, ça c'est le système qui a été mis en place par Jacques Foccart à la demande de Charles de Gaulle. Et puis le système a perduré, les présidents ont changé. Sous Pompidou, ça a duré, c'était la même chose. Sous Giscard, ça a un petit peu été modifié. On a entendu parler des diamants de Bokassa, par exemple. Un système néocolonial continué. Puis il y a eu François Mitterrand, le président de mon enfance. Pour moi, enfant, c'était un président de gauche qui avait aboli la peine de mort, qui avait fait plein de belles choses. Puis en fait, j'ai découvert, notamment avec le procès Elf, qu'il avait aussi trempé pas mal ses mains dans ces histoires, qu'il avait mis ses propres réseaux en œuvre contre les réseaux de Foccart, et donc créé un nouveau système un peu plus compliqué. C'est notamment l'enjeu au niveau du procès Elf. Ce qui se passe, c'est les réseaux Mitterrand qui arrivent nouvellement et qui s'en mettent plein les fouilles à travers ce qui a été révélé par l'affaire Elf. Et puis Mitterrand aussi, c'est en 1994, le pire qui a été fait en fait sous la France-Afrique, c'est qu'en 1994, au Rwanda, une bande d'extrémistes Hutus ont massacré les Tutsis en un génocide, le dernier génocide du XXe siècle. Il y a eu près d'1 million de morts en une centaine de jours, une rapidité, une détermination hallucinante. Et la France a soutenu le régime génocidaire. La France l'a soutenu avant, en connaissance de cause. Quand le génocide a commencé, ils ont nié diplomatiquement, ils ont aidé un nouveau gouvernement génocidaire à se mettre en place. Ils ont nié au niveau de l'ONU qu'un génocide avait lieu
en connaissance de cause. Ils ont armé, ils ont financé, ils ont, jusqu'après le génocide, ils ont exfiltré les génocidaires vers le Congo, ce qui a dégénéré en une guerre qui dure et qui dure encore aujourd'hui. Ça, c'est la pire chose qui a pu être faite au nom de la France en Afrique. Et ça a été fait sous le règne de M. Mitterrand, président de gauche. Et puis après Mitterrand, du coup, il y a eu Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac, ça a duré aussi. Alors dans les années 90, ça se complexifie parce qu'il y a les entreprises publiques qui sont privatisées et puis il y a des nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Alors on rentre dans ce qu'on appelle la mafia Afrique. C'est-à-dire que c'est plus aussi simple, c'est plus clairement la France dominante sur les pays d'Afrique. Les jeux d'acteurs se complexifient. Mais il reste toujours le franc CFA, la présence militaire française. Il reste toujours des instruments de la France-Afrique qui sont en place. Sous Chirac, il y a eu des guerres très importantes au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui avait perdu le pouvoir, a voulu le reprendre. Et comme le nouveau président ne plaisait pas trop à monsieur Chirac, on l'a aidé. Une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts encore. Toutes les balles ont été financées par ELF. Ça a été dit texto. Jamais retoqué. Toutes les balles de la guerre au Congo-Brazzaville à la fin des années 90 ont été payées par ELF. Et donc, sous Jacques Chirac, ça continue. Puis on arrive après Jacques Chirac à Sarkozy. Alors je vous parle des présidents, mais derrière les présidents, il y a une multitude d'acteurs aussi. Il y a notamment Charles Pasqua qui a des réseaux hyper influents. Et Pasqua qui est le mentor politique de M. Sarkozy. Sarkozy arrive, comme un peu tout le monde, il dit non, les réseaux mafieux dans notre temps, la France-Afrique, ça va être fini. Rebelote, on continue à le voir rencontrer M. Omar Bongo, le président du Gabon depuis 42 ans, puis soutenir la succession de M. Omar Bongo par son fils, à travers un coup d'État qui a encore coûté la vie à de nombreuses personnes qui protestaient. Et ça continue, et puis il y a la guerre en Côte d'Ivoire, par exemple, où la France, pendant 10 ans, a joué le pourrissement de la situation pour finir par dire « c'est bon, on va soutenir quelqu'un qui a été élu démocratiquement, on fait la guerre et on met un président qui nous va bien ». Ça, c'était sous Sarkozy, et puis maintenant, du coup, on a encore changé. Alors, c'est à nouveau les socialistes qui sont au pouvoir. Donc, dans les socialistes, on a vu qu'il y avait quand même des traces du passé qui n'étaient pas très glorieuses. Et puis là, par exemple, je vais vous faire quelques citations, tiens. Ça va vous éclairer. Déjà, à l'époque, avant la nouvelle arrivée au pouvoir des socialistes, M. Hubert Védrine, M. Georges Serre, conseiller de M. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, en 1998, dit « De même que les USA ont leur arrière-cour en Amérique latine, la France a besoin d'avoir son arrière-cour en Afrique. » Donc ils expliquent clairement qu'on continue le même système, on ne remet rien en cause. Et puis là, plus récemment, du coup, le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, qui a fait une petite balade en juillet avec M. Canfin, secrétaire d'État au développement. Donc ils se sont rendus au Burkina Faso, rencontrer Blaise Compaoré, au Tchad, puis ensuite au Sénégal. Alors le Tchad, ça s'entend ? J'ai l'impression que ça va. Le Tchad, c'est un pays qui est ici, où il y a une guerre depuis assez longtemps avec le Soudan, et où la France a des militaires qui sont positionnés depuis longtemps. Et donc, dans le cadre de la future guerre au Mali, pour avoir des alliés, ils vont rencontrer les gens qui pourraient être des alliés. Donc, ils rencontrent M. Idriss Déby, président du Tchad depuis, alors je ne sais plus combien d'années, mais assez longtemps. Un sacré criminel, en fait, un vrai terroriste de sa propre population. Faudrait aussi du temps pour raconter toutes les horreurs qu'il a pu faire. Et M. Fabius, en présence de M. Idriss Déby, qui lui dit « Bon, en France, il y a eu un changement de président, un changement de gouvernement, mais les relations d'amitié demeurent. » Juillet 2012. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens au Parti Socialiste qui veulent faire changer des choses, mais on a Laurent Fabius qui n'a pas l'air de vouloir faire changer des choses, qui est au ministère des Affaires étrangères. On a globalement une situation qui a l'air plutôt de s'enquister, de ne pas bouger, de rester toujours la même.
et on est devant un sacré problème. Alors moi j'ai découvert ça, du coup j'en parlais à travers le spectacle Elle fait la pompe Afrique, puis après en sortant j'ai lu La France-Afrique de François-Xavier Verschave, et puis j'ai voulu rencontrer les gens qui militaient contre ça, parce que je trouvais ça trop énorme. Je me disais, c'est pas possible, quand on se fout de notre gueule, il faut changer les choses. Et donc je me suis engagé dans l'association Survie. Alors Survie, voilà, c'est l'association dont François-Xavier Verschave était président, celui qui a écrit La France-Afrique, pendant longtemps. C'est une association qui se donne comme objectif de lutter contre la France-Afrique. Et vous allez me dire, c'est bizarre Survie comme nom d'association. En fait, alors, je vais vous raconter vite fait l'histoire du coup de cette asso dans laquelle je suis investi depuis quelques années. Du coup, à l'origine, dans les années 80, quand Survie a été créé, ils voulaient augmenter l'aide publique au développement. Ils disaient, la faim dans le monde n'est pas une fatalité, il suffit d'augmenter l'aide et surtout de bien l'attribuer, d'être vigilant sur comment elle est utilisée, etc. Et pour ça, on va faire passer une loi à l'Assemblée nationale qu'on va appeler la loi de survie, qui réglemente l'aide publique au développement. Et tout le monde était d'accord, c'est très bien, vous avez des très belles idées et tout, tous les députés étaient d'accord, mais la loi n'a jamais été mise sur le tapis. Jamais. Alors ils ne comprenaient pas, ils ont essayé, ils ont demandé des soutiens, il y a l'équipe de football qui est venue devant l'Assemblée nationale avec un ballon signé pour dire signer la loi de survie, etc. Et puis ça ne passait pas. Alors ils ont enquêté, ils ont essayé de chercher qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui faisait que cette loi pour laquelle tout le monde était d'accord ne passait pas. Ils ont commencé à soulever le couvercle de ces relations franco-africaines et à voir que c'était pas très réjouissant, à voir que ça puait sacrément, que l'aide publique au développement était largement détournée pour financer les partis politiques français, à voir la promiscuité à travers des réseaux franc-maçonniques, à travers des relations d'amitié entre les politiciens français, les chefs d'État africains, les hommes d'affaires, et à décrypter tout ça, à décrypter la France-Afrique. Et à l'exposer ensuite de façon assez claire pour que l'on puisse comprendre de quoi il s'agissait. Parce que c'est tellement énorme qu'on n'arrive pas à le croire au départ. Et donc, en 1994, sachant ce qui se passait au Rwanda, ils ont dit, bon, en fait, on laisse tomber l'aide publique au développement, ça fait partie du problème. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord dézinguer la France-Afrique. Parce que quand un corps est malade, avant tout, il faut enlever la source du mal. D'abord, ne pas nuire. Avant de chercher à aider, avant de chercher à soigner quoi que ce soit, avant tout, ne pas nuire. Ça, c'est le serment d'Hippocrate. S'il y a des étudiants en médecine, vous devez le connaître. La première chose à faire pour soigner, c'est enlever la source du mal. Ensuite, reconnaître l'implication française dans le génocide des Tutsis au Rwanda, parce que justice doit être faite, sinon l'histoire risque de se répéter encore et encore. Et puis, troisième objectif de l'association, c'est développer les biens publics à l'échelle mondiale. Alors par là, on entend reconnaître plutôt des droits au peuple, des droits aux gens, plutôt que de penser à de l'assistance. C'est-à-dire, les droits, ça se revendique, ça s'exige, et on essaie de mettre en place des services publics, des biens publics, pour que les gens puissent accéder aux droits. Alors que l'aide, ça se quémande. L'aide, bon, comme le montre ceci, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. L'aide, ça met dans une situation de domination. Et c'est pas ça qu'on veut, en fait. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, je milite depuis quelques années dans cette association Survie, parce que ces histoires me révoltent, parce que j'ai l'impression qu'on est trop souvent dans une idée d'aller aider sans se rendre compte que déjà il y a beaucoup à faire ici sur place, sans se rendre compte qu'en fait notre pays, à travers nos politiques, à travers nos représentants, à travers nos entreprises, est nuisible au développement de l'Afrique et le rend impossible. Et donc il faut desserrer l'étau depuis ici pour permettre que les Africains inventent leur propre avenir. Et donc j'essaye de militer avec cette association, mais c'est hyper difficile en fait. Parce que voilà, on cherche des moyens pour lutter, alors on fait du plaidoyer, on interpelle des élus, on fait des communiqués de presse, mais on n'a pas accès aux grands médias. On n'a pas accès à TF1, on n'a pas accès aux grands journaux. Ou quand on y a accès, c'est très brièvement, à côté d'autres gens qui apportent de l'eau au moulin dans un autre sens.
Donc c'est assez compliqué de militer, on a l'impression d'être face à un système énorme qui nous rend impuissants. Donc on organise, on se dit, bon, tous les gens devraient être au courant, tout le monde devrait savoir et puis se révolter, s'engager là-dedans. Donc on fait des conférences pour expliquer aux gens. Et dans les conférences, en fait, on est que nous à venir quasiment, ou des gens qui connaissent déjà, qui sont intéressés. Et dans ces conférences, on se rend compte encore plus du bazar que c'est. On se dit, waouh, enfin on apprend, c'est hyper riche et tout, mais en fait, on ne mobilise pas les gens. Et on ne sait pas comment faire pour mobiliser plus. Alors en cherchant des moyens de mobiliser plus, moi je me suis tourné vers l'éducation populaire, justement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Chico, avec Diane, Katia, Pablo, les amis de la coopérative du Vent Debout, qui eux menaient d'autres luttes dans d'autres secteurs, à dire, dans l'éducation populaire, on a peut-être un moyen de toucher les gens, de leur donner du pouvoir d'agir, de leur donner l'envie de lutter, de mener des actions collectives, de ne pas se sentir démunis face à l'ampleur de la tâche qu'on aurait si on voulait que le monde aille réellement bien. Parce qu'en fait, on a un vrai problème démocratique en France. La France-Afrique, c'est un exemple typique d'un problème de démocratie en France. Personne en France ne veut que nos multinationales pillent l'Afrique. Personne ne veut que nos armées mènent des guerres pour des intérêts qu'on n'a pas envie de défendre. Personne ne veut qu'on soutienne un génocide. Donc on a un problème démocratique. Il faut travailler la démocratie, et la démocratie, ça ne s'invente pas, ça se travaille au jour le jour, à petite échelle, à grande échelle. Et nous, on rêve en fait d'une société où tous les citoyens seraient suffisamment informés, seraient suffisamment politisés, dans le sens où ils pourraient être un contre-pouvoir à ce qui se met en place, à ce qui existe, dans le sens où on pourrait faire du rapport de force, avoir une solidarité entre les peuples, peut-être construire un mouvement international qui puisse imposer un rapport de force, qui puisse imposer des droits, qu'on puisse conquérir des droits à échelle mondiale, qu'on puisse avancer collectivement vers du mieux-disant pour tout le monde. Et pour ça, on a besoin de se regarder nous-mêmes. Les associations de solidarité internationale qui pensent essentiellement à faire de l'aide doivent aussi réfléchir à l'ensemble du système, à comment, en faisant de l'aide, on maintient aussi un système de domination. Et ensemble, on essaye du coup de travailler ça. Alors, modestement aussi, on est une coopérative où on est 6. On travaille ça à travers des stages où on fait pratiquer la démocratie, travailler la participation, essayer de faire des débats dans la rue, de changer nos formes de débat de salle. On travaille des conférences gesticulées pour expliquer de façon ludique les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous portent. Et on est aussi en réseau avec d'autres structures. On s'est créé avec l'aide de la SCOP Le Pavé de Rennes, qui a de nombreuses conférences gesticulées, qui nous a beaucoup poussé à nous créer, qui a aussi poussé la SCOP L'Orage à Grenoble à se créer, qui a aussi poussé la SCOP L'Engrenage à Tours. Avec ces 4 structures, on forme à présent un réseau qui s'appelle le réseau La Grenaille, et dans laquelle aussi vont se joindre d'autres gesticulants. Alors, le gesticulant, c'est des gens qui font des conférences gesticulées, mais qui ne sont pas dans les scopes, et qui expliquent aussi à leur façon, de façon ludique, de façon dynamique, des sujets qui leur tiennent à cœur, des sujets politiques. Et donc, tous ensemble, ben voilà, on essaye modestement de changer les choses, et on pense pouvoir peut-être faire un mouvement global, et peut-être un jour abattre la France-Afrique, abattre le néocolonialisme, voire même le capitalisme. À voir. En tout cas, aujourd'hui, en guise de conclusion, je dirais que l'éducation populaire, ça serait ma nouvelle spiruline.